Bonjour, je suis le docteur Lounès du service de cardiologie de l'hôpital central de l'armée et j'ai le plaisir de vous présenter cette conférence sur l'insuffisance aortique. Voici les objectifs de cette conférence. Donc l'étudiant doit comprendre la physiopathologie de l'insuffisance aortique. Il doit savoir diagnostiquer une insuffisance aortique, connaître son évolution spontanée et les complications potentielles, et enfin, connaître les différentes solutions thérapeutiques et leurs indications. L'insuffisance aortique est une régurgitation anormale du sang de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole. Donc normalement, en diastole, le ventricule gauche reçoit du sang de l'oreillette gauche et normalement, la valve aortique est entièrement étanche. Alors que dans l'insuffisance aortique, on voit bien qu'en diastole, il y a non seulement le remplissage qui vient de l'oreillette gauche, mais aussi cette régurgitation due à une mauvaise coaptation des valves aortiques ou des sigmoïdes aortiques. Donc c'est une affection grave en raison de son retentissement sur le ventricule gauche, qu'on va voir par la suite dans la physiopathologie, avec un risque d'insuffisance cardiaque, de mort subite et d'endocardite infectieuse. Un rappel anatomique. La racine aortique comporte plusieurs éléments. Nous avons l'anneau aortique sur lequel s'insèrent les feuillets valvulaires que nous voyons ici sur cette iconographie échocardiographique. Nous avons aussi le sinus de Valsalva, puis la jonction sinotubulaire et enfin l'aorte initiale, l'aorte ascendante. La valve aortique est normalement constituée de 3 feuillets valvulaires. Ainsi, elle est dite tricuspide. Ces feuillets sont également appelés cusp ou sigmoïdes. Donc, comme on le voit sur ce schéma, donc voici la valve aortique. Elle est constituée de 3 feuillets valvulaires ou 3 cusps. 1, 2, 3. Contrairement par exemple à la valve mitrale, qui est constituée de 2 feuillets valvulaires. Chez environ 1 à 2% de la population, la valve aortique est constituée de seulement 2 cusps. On parle alors de bicuspidie aortique. On voit bien ici qu'il y a 3 cusps, 1, 2 et 3, alors qu'en cas de bicuspidie, seulement 2 cusps sont présentes. Voyons voir le mécanisme physiopathologique en cas d'insuffisance aortique. Premièrement, la dilatation du ventricule gauche. L'insuffisance aortique est responsable d'une régurgitation en diastole dans le ventricule gauche, d'une fraction du volume sanguin qui a été éjecté dans l'aorte pendant la systole. En plus de ce volume régurgité, nous avons le volume provenant de l'oreillette gauche. Donc, ce qui entraîne une surcharge diastolique au niveau du ventricule gauche. Donc, nous avons 2 volumes. Un volume qui vient normalement, de façon normale, de l'oreillette gauche pendant la diastole, et un autre volume, c'est le volume régurgité qui provient de l'aorte
suite à une mauvaise coaptation des feuillets valvulaires aortiques. Donc, nous l'avons dit, ça entraîne une surcharge diastolique du ventricule gauche. Ainsi, cet excès de volume va augmenter la précharge ou le volume télédiastolique. Et ça provoque une dilatation du ventricule gauche. Pour maintenir un débit normal, le ventricule gauche doit donc augmenter son volume d'éjection systolique. Il y a aussi une augmentation des résistances à l'éjection, vu que le volume est plus important, donc ce qui provoque une hypertrophie ventriculaire gauche. On constate ici l'épaississement du myocarde au sein du ventricule gauche. Donc le ventricule gauche est hypertrophié. Donc nous avons deux conséquences physiopathologiques. La première, c'est l'hypertrophie du ventricule gauche. On voit bien qu'il y a un épaississement pariétal. Et la deuxième, c'est la dilatation du ventricule gauche. Donc, en cas d'insuffisance aortique, nous avons une hypertrophie ventriculaire gauche ainsi qu'une dilatation ventriculaire gauche. Parlons maintenant des signes artériels. L'augmentation du volume d'éjection systolique et la vigueur de l'éjection vont provoquer une hyperpulsatilité artérielle ainsi qu'une dilatation de l'aorte ascendante. La chute de la pression artérielle diastolique, à cause de la fuite diastolique bien sûr, provoque un élargissement de la pression différentielle, c'est-à-dire que nous aurons des pressions diastoliques plus ou moins élevées et des pressions systoliques plus ou moins élevées et des pressions diastoliques qui sont basses. C'est ce qu'on appelle un élargissement de la pression différentielle. Parlons maintenant de l'angor fonctionnel, c'est-à-dire un angor, mais avec des artères coronaires qui sont normales ou saines. La chute de la pression artérielle diastolique qui fait diminuer le débit coronaire, on sait bien que l'irrigation coronaire se fait essentiellement en diastole, donc la chute de la pression artérielle diastolique va diminuer le débit coronaire et va provoquer un angor qu'on appelle angor fonctionnel. Il y a aussi la participation de l'hypertrophie ventriculaire gauche qui augmente la consommation d'oxygène du myocarde. Donc ces deux mécanismes font que les patients avec insuffisance aortique sévère peuvent se plaindre d'un angor qui est dit fonctionnel. Voyons voir maintenant les différentes étiologies des insuffisances aortiques. On commence par l'insuffisance aortique chronique. L'une des étiologies les plus fréquentes est la maladie dégénérative dystrophique, c'est-à-dire qui survient avec l'âge. En général, c'est des patients âgés au-delà de 50 voire 60 ans. Les valves sont fines, comme on voit sur cette image échocardiographique. Les valves sont fines et pellucides. L'atteinte dystrophique peut atteindre les valves ou l'anneau aortique qui peut être dilaté, ou bien l'aorte ascendante, comme on le voit sur cette image échocardiographique, une dilatation de l'aorte ascendante. Ici, c'est une dilatation du sinus de Valsalva. Alors, lorsqu'il y a une dilatation de l'anneau, voire de l'aorte ascendante, on parle d'une maladie annulo-ectasiante. Maladie annulo-ectasiante.
Une autre étiologie, c'est une étiologie congénitale, c'est la bicuspidie dont on vient de parler. Donc, au lieu d'avoir 3 cuspes, nous aurons 2 cuspes. Et il faut savoir que dans cette particularité, l'insuffisance aortique est souvent associée à une dilatation de l'aorte ascendante. Le rhumatisme articulaire aigu, il est toujours d'actualité dans notre pays, puisque nous sommes un pays en voie de développement. Il survient chez des patients plus jeunes, la quarantaine environ, et l'insuffisance aortique est souvent associée à un rétrécissement aortique. On parlera alors de maladie aortique. Il y a parfois une polyvalvulopathie, c'est-à-dire atteinte mitrale et atteinte aortique, voire aussi une atteinte tricuspide. On parle de la valve tricuspide. Le mécanisme ici, c'est une fusion commissurale, comme vous voyez sur ce schéma. Donc une fusion commissurale avec une rétraction des valves. Les cuspes sont rétractés et ça provoque, vous voyez là au milieu, une fuite aortique en diastole. Donc il y a une mauvaise coaptation des feuillets valvulaires, des cuspes, qui est due à leur rétraction avec éventuellement une fusion commissurale. La dernière étiologie, c'est l'endocardite infectieuse, qui est responsable plutôt d'une insuffisance aortique aiguë. Parlons maintenant de l'insuffisance aortique aiguë. Donc, la première étiologie, c'est l'endocardite infectieuse, par perforation ou végétation appendue sur les cuspes, sur les feuillets valvulaires. Nous avons aussi la dissection aortique. Là, le tableau est accompagné de douleurs thoraciques en général. Et enfin, nous avons les traumatismes aortiques qui peuvent être responsables d'une insuffisance aortique aiguë. Sur ce schéma, on voit bien ici, c'est une valve aortique qui est étanche. Il y a une coaptation adéquate des cuspes. Par contre, ici, on voit ici le faux chenal qui provoque, suite à une dissection aortique, une déformation géométrique des cuspes. Vous voyez bien qu'il y a une mauvaise coaptation. Et là, ça provoque un reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche. Et on aura ainsi une insuffisance aortique aiguë. Il faut savoir que contrairement à l'insuffisance aortique chronique, en cas d'insuffisance aortique aiguë, il n'y a pas de mécanisme adaptatif. C'est-à-dire, il n'y aura pas de dilatation du ventricule gauche et il n'y aura pas d'hypertrophie du ventricule gauche. C'est-à-dire que le ventricule gauche n'aura pas le temps de s'adapter à cette modification hémodynamique. Donc, nous aurons une insuffisance aortique qui va provoquer une élévation des pressions au niveau du ventricule gauche, ce qui va retentir au niveau de l'oreillette gauche avec élévation des pressions au niveau de l'oreillette gauche et par la suite un retentissement en amont avec élévation des pressions veineuses pulmonaires et on aura un œdème aigu du poumon. Donc, le tableau d'insuffisance aortique aiguë, surtout lorsqu'elle est sévère, est un tableau bruyant qui peut être responsable d'un œdème aigu pulmonaire et d'une insuffisance cardiaque congestive. Clinique.
quels sont les signes fonctionnels en cas d'insuffisance aortique? Alors, il faut savoir que dans de fréquents cas, l'insuffisance aortique est de découverte fortuite, c'est-à-dire que le médecin découvre de façon fortuite cette valvulopathie à l'auscultation. Donc, l'insuffisance aortique est longtemps bien tolérée. Parfois, on peut avoir une dyspnée d'effort, et là, il faut stadifier selon la classification de la NYHA, dyspnée stade 1, 2, 3 ou 4. Rarement, le signe fonctionnel amenant le patient à consulter est un angor. On l'a vu tout à l'heure, il s'agit, dans la plupart des cas, d'un angor fonctionnel. Signes physiques et examen clinique maintenant. Le souffle. Le souffle de l'insuffisance aortique est un souffle protodiastolique allant décrescendo durant la diastole, c'est-à-dire en diminuant durant la diastole. Son timbre est typiquement doux, humé et aspiratif. À l'auscultation, le maximum du souffle est situé au niveau du foyer aortique ou fréquemment le long du bord gauche du sternum. À noter que ce souffle est mieux perçu lorsque le patient est penché en avant. Donc il ne faudrait pas hésiter à faire cette manœuvre, c'est-à-dire pencher le patient en avant pour bien ausculter le souffle de l'insuffisance aortique. Les signes périphériques, on peut avoir un élargissement de la pression artérielle différentielle, nous l'avons vu, qui est due à une diminution de la pression artérielle diastolique surtout. En cas d'une pression artérielle diastolique inférieure à 50 mm de mercure, il s'agit probablement d'une insuffisance aortique sévère. On peut avoir des pouls bondissants qui peuvent être responsables d'un signe de Musset, c'est-à-dire le patient, on voit la tête du patient, au repos bien sûr, qui bascule, qui fait des mouvements de bascule suite à l'hyperpulsatilité artérielle. À l'auscultation de l'artère fémorale, on peut avoir un double souffle fémoral de Durosier. Donc après le souffle systolique normal éjectionnel, on peut entendre un deuxième souffle, un second souffle. Ce dernier est diastolique, qui est dû à l'insuffisance aortique. Cette double composante est appelée double souffle fémoral de Durosier. On peut avoir d'autres signes physiques, notamment un choc de pointe dévié en bas et en dehors. Généralement, c'est un choc de pointe qui est ample et étalé. Un roulement diastolique de Flint au foyer mitral. Ce roulement est dû à la fermeture partielle de la valve mitrale par le flux de l'insuffisance aortique. On peut aussi avoir un galop protodiastolique, un troisième bruit surajouté, qui traduit l'insuffisance ventriculaire gauche et l'élévation des pressions au niveau du ventricule gauche. Les signes physiques particuliers que sont les signes de la maladie de Marfan, du syndrome de Marfan. Il s'agit d'une maladie génétique autosomique dominante, donc qui peut avoir une atteinte, plusieurs atteintes, donc une atteinte squelettique. Les patients sont généralement longilignes, avec une taille typiquement élevée, des bras longs et de grandes jambes. Ces patients peuvent avoir une déformation thoracique à type de pectus excavatum ou carinatum, ou bien une kyphoscoliose et plein d'autres atteintes squelettiques. On peut avoir aussi une atteinte oculaire, une subluxation du cristallin, une myopie forte, décollement de rétine, etc. Enfin,
l'atteinte cardiaque, cette dernière conditionne le pronostic vital. Elle est souvent associée à une dilatation de l'aorte ascendante qui provoque une insuffisance aortique par dilatation de l'anneau avec un risque important de dissection aortique. Donc voici l'aspect des patients avec un syndrome de Marfan. Donc nous l'avons dit, c'est des patients qui sont longilignes. On peut avoir des manifestations squelettiques à type de pectus carinatum ou excavatum, de grands bras, de grandes jambes, des pieds plats, de grands doigts, etc. Donc c'est un syndrome, le syndrome de Marfan, c'est un syndrome qui est souvent associé à une insuffisance aortique avec plus ou moins dilatation de l'aorte ascendante. Voyons voir maintenant les différents examens complémentaires qui nous aident dans notre diagnostic. On commence par l'ECG, électrocardiogramme. En général, l'ECG objective une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. Nous l'avons vu dans la physiopathologie, il y a une surcharge diastolique au niveau du ventricule gauche. Donc, on aura à l'ECG une augmentation de l'indice de Sokolov avec des ondes T positives et amples dans les dérivations latérales basses, c'est-à-dire V5 et V6. Parfois, on peut avoir des troubles du rythme à type de fibrillation auriculaire ou extrasystole ventriculaire. Ces dernières sont de survenue tardive et c'est synonyme de mauvais pronostic. Sur cette ECG, on voit bien que l'indice de Sokolov est augmenté avec des ondes T qui sont positives dans les dérivations V5 et V6. Donc, il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique qui témoigne d'une hypertrophie et d'une surcharge ventriculaire gauche. Radiographie thoracique. En cas d'insuffisance aortique importante avec retentissement cavitaire, nous aurons une cardiomégalie, on parle même de cœur de bœuf tellement le cœur est grand, avec élargissement de l'arc inférieur gauche et pointe plongeante sous le diaphragme. Ces signes témoignent d'une dilatation du ventricule gauche. On peut aussi objectiver une dilatation de l'aorte ascendante qui correspond à la dilatation de l'arc supérieur droit. Voici un exemple de dilatation ventriculaire gauche, dilatation de l'arc inférieur gauche, avec une pointe sous-diaphragmatique. On voit bien que la pointe du cœur est plongeante sous le diaphragme, ainsi que l'indice cardiothoracique qui est supérieur à 0,5. Sur ce téléthorax, dilatation de l'aorte ascendante qui correspond à l'arc supérieur droit. Donc chez ce patient, nous avons une dilatation de l'aorte ascendante. L'échocardiographie représente l'examen clé en cas d'insuffisance aortique. Elle permet de faire le diagnostic positif, c'est-à-dire de dépister l'insuffisance aortique, et les différents diagnostics étiologiques, que ce soit maladie amyloectasiante avec plus ou moins dilatation de l'aorte ascendante, bicuspidie ou rhumatisme articulaire aigu. L'échocardiographie
permet aussi de quantifier l'importance de la fuite aortique. Cette dernière peut être minime, modérée ou sévère. Elle nous permet aussi d'objectiver le retentissement de la valvulopathie sur le cœur, à savoir, on peut avoir une dilatation ventriculaire gauche. Il s'agit d'un facteur pronostic très important. Elle permet aussi d'apprécier la fraction d'éjection du ventricule gauche. Si cette dernière est inférieure ou égale à 50%, il s'agit d'un retentissement hémodynamique important. Le diagnostic positif peut être facilement posé en utilisant le Doppler couleur. On voit ici sur cette coupe parasternale long axe la fuite aortique, c'est-à-dire le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole. Sur cette iconographie, donc on ne voit pas de fuite puisqu'il n'y a pas de couleur, mais dès qu'on met le couleur, le Doppler couleur, on voit qu'il y a un reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche. L'échocardiographie permet d'objectiver aussi une dilatation de l'aorte ascendante. Comme sur cette image, on voit bien qu'il y a une dilatation du sinus de Valsalva qui fait 50,8 mm. Sur cette image, le sinus de Valsalva n'est pas vraiment dilaté. Par contre, on objective une dilatation de l'aorte ascendante au-delà de la jonction sino-tubulaire. Donc il y a bel et bien une dilatation de l'aorte ascendante. L'échocardiographie nous permet de distinguer entre tricuspidie et bicuspidie. Ici, c'est une valve aortique normale avec 3 cuspes, là en position d'ouverture et là en position de fermeture. Par contre ici, en position d'ouverture, on constate qu'il s'agit d'une bicuspidie, une et deux cuspes. Quantification de la sévérité de l'insuffisance aortique. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'insuffisance aortique peut être minime, modérée, moyenne ou sévère. Donc, pour ce, on utilise des paramètres que sont la surface de l'orifice régurgitant et le volume de régurgitation par battement. En cas de surface inférieure à 10 mm² et un volume inférieur à 30 ml, on parle de fuite aortique minime. Si la surface est entre 10 et 19, on parle de fuite aortique minime à modérée. Si la surface est entre 20 et 29 mm², on dit que la fuite aortique est modérée à moyenne. Et dernièrement, si la surface de l'orifice régurgitant est supérieure ou égale à 30 mm², ou le volume de régurgitation est supérieur ou égal à 60 ml, on parlera de fuite aortique importante ou d'insuffisance aortique sévère. L'échographie transœsophagienne ou ETO. L'ETO n'est pas systématique, mais devient indispensable si nous sommes en présence d'une atteinte de l'aorte ascendante, par exemple en cas d'anévrisme ou de dissection aortique, en cas de suspicion d'endocardite infectieuse, et enfin, en cas d'insuffisance aortique non quantifiable en ETT,
que ce soit le patient est anécrogène ou l'échocardiographie transthoracique n'est pas concluante. Voici le principe de l'échocardiographie transœsophagienne. Donc on fait introduire la sonde dans l'œsophage. Voici la distalité de la sonde. Donc ça nous permet de voir plus clair, surtout chez les patients anécrogènes, et de réaliser une meilleure appréciation et une meilleure quantification de cette valvulopathie, notamment des mesures précises de l'aorte ascendante et de la racine aortique. Le scanner thoracique est à réaliser en cas de dilatation de l'aorte ascendante car il permet des mesures précises de l'anévrisme ou de la dilatation de l'aorte ascendante si associée à l'insuffisance aortique. Sur cette TDM thoracique, on objective avec précision une dilatation de l'aorte ascendante ainsi que de la racine aortique. Parlons maintenant de l'évolution et des complications de cette valvulopathie. En cas d'insuffisance aortique aiguë, sévère, le pronostic est sombre. En général, les mécanismes sont dissection ou l'endocardite. Par contre, l'insuffisance aortique chronique peut rester longtemps asymptomatique. Ceci dit, avec le temps, on peut avoir une dilatation ventriculaire gauche, une détérioration progressive de la fonction du ventricule gauche, une dilatation de l'aorte ascendante qui est à surveiller annuellement, et enfin, en cas d'apparition de symptômes, l'insuffisance aortique a tendance à s'aggraver rapidement et la mortalité est vraiment élevée, de l'ordre de 10 à 20% par an. La survie moyenne en cas d'insuffisance aortique. Après apparition d'angor, la survie est de 3 à 5 ans. Après apparition de signes d'insuffisance ventriculaire gauche, la survie moyenne est de 2 à 3 ans. En présence d'insuffisance cardiaque globale, la survie moyenne est inférieure à 1 année. Les deux facteurs pronostiques les plus importants sont l'âge et la taille du ventricule gauche. Plus l'âge est avancé, plus le pronostic est sombre, et plus le ventricule gauche est dilaté, plus le pronostic est réservé. Complications. On peut avoir une dissection aortique ou voire une rupture aortique en cas de dilatation de l'aorte ascendante. On peut avoir aussi une insuffisance cardiaque gauche, voire globale dans les stades avancés. Les troubles du rythme, qui sont surtout dus à une hypertrophie du ventricule gauche et à la dilatation des oreillettes. Et enfin, une complication classique en cas de valvulopathie, c'est l'endocardite infectieuse. Voyons voir les différentes solutions thérapeutiques en présence d'une insuffisance aortique. Traitement médical. Il est réservé uniquement aux insuffisances aortiques sévères symptomatiques. Donc, le patient doit avoir un régime pauvre en sel. On utilise les diurétiques en cas d'insuffisance aortique congestive. Quant aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion et aux antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ils sont utilisés en cas de dysfonction ventriculaire gauche. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'insuffisance aortique importante.
Par contre, ils sont d'indication systématique en cas de maladie de Marfan, bien sûr, sauf si l'insuffisance aortique est importante. Les bêta-bloquants retarderaient la dilatation de l'aorte ascendante. Donc, d'où l'indication systématique en cas de maladie de Marfan avec dilatation de l'aorte ascendante. Le traitement chirurgical, c'est le seul traitement curatif. Le remplacement valvulaire aortique se fait sous circulation extracorporelle et c'est le traitement de référence des insuffisances aortiques sévères symptomatiques. Donc, on peut implanter soit une valve mécanique ou une valve biologique. Donc, c'est au cas par cas. À titre d'exemple, un patient avec contre-indication au traitement anticoagulant ou bien un patient âgé d'environ 80 ans, il vaut mieux implanter une valve biologique plutôt qu'une valve mécanique. Donc, l'indication du type de la prothèse se fait au cas par cas. En cas d'insuffisance aortique sévère avec dilatation de l'aorte ascendante, on réalise un remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascendante dilatée avec réimplantation des artères coronaires. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Bentall. Donc, voici un schéma expliquant le principe du remplacement valvulaire aortique. Donc, on extrait, il y a une extraction de la valve native et remplacement par une valve mécanique ou biologique. La valve sur ce schéma, c'est une valve à double ailette qui s'ouvre et se ferme selon le cycle cardiaque, systole ou diastole. Voici le principe de l'intervention de Bentall, donc remplacement de la racine aortique et de l'aorte ascendante avec implantation d'une prothèse valvulaire et réimplantation des artères coronaires. Voyons voir les indications chirurgicales. Quand est-ce qu'on pose l'indication opératoire chez les patients avec insuffisance aortique? L'indication opératoire est posée chez les patients avec insuffisance aortique sévère, symptomatique, ou bien chez les patients avec insuffisance aortique sévère, asymptomatique, mais avec une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche qui est inférieure ou égale à 50%, ou bien en cas de dilatation significative du ventricule gauche. Donc, dilatation au-delà de 50 mm en systole, en télésystole, ou de 70 mm comme diamètre télédiastolique ventriculaire gauche. Les indications chirurgicales en cas d'anévrisme de l'aorte ascendante. Donc, si l'aorte ascendante est supérieure ou égale à 55 mm en cas de bicuspidie, voire au-delà de 50 mm si bicuspidie est haut risque de dissection. Si l'aorte ascendante est dilatée au-delà de 50 mm en cas de maladie de Marfan, voire au-delà de 45 mm si Marfan est haut risque de dissection. Pour le reste des patients, c'est-à-dire les patients normaux avec une valve aortique tricuspide et non bicuspide et sans maladie de Marfan, l'indication opératoire est indiquée au-delà de 55 mm. Quelles sont les variables de haut risque de dissection? Donc, on dit qu'il y a un haut risque de dissection si antécédent familial de dissection aortique, antécédent personnel de dissection vasculaire spontanée, désir de grossesse et ou hypertension artérielle, augmentation du diamètre aortique au-delà supérieur à 3 mm par an, insuffisance aortique sévère associée,
et insuffisance mitrale sévère associée. Donc, ce sont les critères de haut risque de dissection en cas d'anévrisme de l'aorte ascendante. Cas particulier de l'insuffisance aortique aiguë sévère. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'insuffisance aortique aiguë sévère est souvent mal tolérée car elle provoque une insuffisance cardiaque aiguë congestive avec œdème aigu pulmonaire. Ainsi, l'indication opératoire est urgente dans ce cas. Donc voici un algorithme récapitulatif, un arbre décisionnel de la prise en charge d'une insuffisance aortique. D'abord, s'il y a élargissement significatif de l'aorte ascendante, là, il y a d'emblée une indication chirurgicale. S'il n'y a pas d'élargissement significatif de l'aorte ascendante, en présence d'une insuffisance aortique non sévère, il n'y a pas d'indication opératoire. Donc, le patient sera suivi de façon semestrielle ou annuelle. Par contre, si l'insuffisance aortique est sévère, on évalue les symptômes. En présence de symptômes, nous l'avons dit, l'intervention chirurgicale est indiquée. En l'absence de symptômes, on doit évaluer la fraction d'éjection ventriculaire gauche et le diamètre du ventricule gauche. Si la fraction d'éjection ventriculaire gauche est inférieure ou égale à 50%, il y a indication opératoire. Si le diamètre télédiastolique ventriculaire gauche est supérieur à 70 mm, il y a indication opératoire. Et si le diamètre télésystolique ventriculaire gauche est supérieur à 50 mm, on doit opérer notre patient. Les points clés de cette conférence: dans sa forme chronique, l'insuffisance aortique peut rester longtemps asymptomatique. L'apparition des symptômes aggrave le pronostic, d'où la nécessité d'intervenir. La dilatation de l'aorte ascendante est souvent associée avec un risque de rupture ou de dissection. L'indication opératoire est portée essentiellement sur des critères cliniques et échocardiographiques. Présence de symptômes, diamètre télédiastolique ventriculaire gauche supérieur à 70 mm ou diamètre télésystolique ventriculaire gauche supérieur à 50 mm. Une fraction d'éjection inférieure à 50%, dilatation de l'aorte ascendante en cas d'insuffisance aortique annulo-ectasiante, de syndrome de Marfan ou de bicuspidie. Enfin, l'insuffisance aortique aiguë est généralement très symptomatique et une indication chirurgicale rapide est habituellement retenue. Merci de votre attention et si vous avez des questions à poser, voici mon mail et je vous remercie.